Bienvenue sur Hémisphère Droit, le podcast consacré au design. Le secteur digital est en plein essor et il existe un certain nombre de métiers encore peu connus du grand public. Nous allons au cours de ce podcast nous concentrer sur les métiers du design graphique au sens large. Hello Guilhem, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast d'Hémisphère Droit et je te laisse te présenter. J'ai toujours fait de la prise de vue, de la photo. Je m'amusais un peu avec Photoshop, Illustrator depuis pas mal de temps. Et en fait, après le bac, je suis parti sur du marketing parce que je savais pas du tout vraiment par où partir, quoi faire et tout. Et je me suis un peu autant censuré parce que quand j'ai vu les prix des écoles de design, je me suis dit, waouh, je vais pas commencer à faire ça maintenant, c'est trop. Non. Donc je me suis un peu auto-censuré. Alors que j'avais envie quand même d'y aller, mais bon. Et au final, j'ai quand même pris une direction en marketing qui me permettait quand même d'avoir un peu de web. Parce que c'était un peu le truc que je voulais quand même garder, quoi qu'il arrivait. Donc c'était du marketing digital et de la gestion de site web et tout. Et après mes stages, donc après, évidemment, quand tu as un master, tu fais des stages et tout. J'ai pas mal bossé avec des startups. J'ai toujours bossé en fait avec des startups. Quels que soient les stages que j'ai fait, j'ai jamais fait un stage dans une entreprise normale. J'ai toujours fait des stages dans des boîtes qui venaient de se lancer, qui étaient en cours de levée de fonds ou ce genre de choses. Donc finalement, je connais pas trop le schéma d'une boîte normale, entre guillemets. Bref, donc à la fin des stages, j'ai fini par bosser à Barcelone. Trop cool! Qu'est-ce que tu as pu expérimenter à Barcelone? Je m'occupais du référencement principalement. En gros, mon N+1 s'occupait du site internet et moi, je m'occupais du blog. Donc, je devais rédiger plein de contenu sur comment on peut investir et comment on peut se développer en Espagne, comment est-ce qu'on peut monter sa boîte et tout. Et au final, j'ai participé à la refonte du site internet. Et c'est là où je me suis dit, mais mince, en fait, ouais, le digital, c'est sympa, c'est cool. Je m'amuse un peu, pas de ouf, parce que la boîte n'était pas non plus super. Enfin, c'était une relation très, très bizarre. Donc, c'est cool, digital, mais bon, je sais pas si je ferai ça de ma vie. Par contre, quand j'ai commencé à travailler sur le web design et quand j'ai commencé à retravailler sur les maquettes et toute la refonte et tout, ça m'a vraiment scotché parce que ça se voyait que je voulais faire ça, quoi. Et donc, Barcelone, ça a duré 1 an et demi. Ouais, c'est ça. 1 an et demi. Ah oui, voilà. Ça a duré 1 an et demi. Donc, début 2016. Ouais, c'est ça. Début 2016, je suis rentré sur Perpignan, parce que j'habite à Perpignan. Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à faire du web design, donc tout seul, principalement, enfin, sans avoir de formation à proprement parler. Je crois que j'avais dû faire des trucs, genre des trucs Open Classroom gratos. Mais pas sans faire d'école ni rien. Et j'ai commencé à aller chercher des clients, à réactiver un peu les contacts que j'avais par mes anciens stages. Et du coup, voilà, j'ai fait 1 an de freelance où j'ai eu quelques clients. Mais donc à l'époque, j'étais revenu chez mes parents. Bon, j'avais bossé en Espagne, donc le chômage, c'était hors de question que j'en ai. Voilà, j'ai récupéré un peu d'argent par-ci par-là, mais bon, pas de ouf. Et puis au bout d'1 an, je me suis dit, bon, quand même, il faudrait que tu valides un peu ce que tu sais faire, déjà que tu puisses t'évaluer et voir ce que tu es en capacité de faire. Et donc, il y avait une petite école de design à Perpignan. Et donc, je suis allé les voir. Et les mecs, ils m'ont dit, vas-y, viens bosser avec nous et on te fera des formations et tout. Donc, je suivais en même temps, c'était de l'alternance, clairement. Et du coup, je bossais pour eux et moi, je suivais quelques cours. Et du coup, et en même temps, je bossais avec mes clients. Je continuais à bosser avec mes clients sur du web design. Et au fur et à mesure, j'ai continué Enfin, je me suis spécialisé sur l'UI et sur l'UX. Et au bout des 2 ans, j'avais vraiment l'impression d'avoir fait le tour de ça, quoi, de cette école. Et du coup, j'ai voulu partir. Bon, ça s'est pas super bien passé, mais bon, on va pas rentrer dans le détail, c'est pas important. Et donc, voilà, c'était l'an dernier, du coup. Et à partir de là, je me suis mis quasi en full time sur du free. Génial!
Et j'aimerais savoir comment tu as fait pour acquérir toutes les compétences, notamment en UX, où c'est plus complexe et en fait on voit l'émergence de pas mal de personnes qui proclament être des UX designers parce que c'est très tendance. Mais après, dans le fond, on se rend compte qu'on a un souci de légitimité qui est assez important. Donc comment tu arrives à mettre en avant ce type de skills et à te différencier? Euh, Finalement, je me différencie pas forcément. Je me dis tout le temps, enfin, je dis tout le temps à mes clients, enfin, en fait, je pars du postulat qu'ils veulent quelque chose, ok, mais que c'est pas finalement eux qui ont raison, c'est toujours les utilisateurs qui ont raison. Et donc, je pars pas en disant, ok, il faut faire comme ça, comme ça, comme ça. Prenons les conventions qui existent, prenons ce qui se fait, créons une interface A, et en fonction des retours utilisateurs qu'on aura, on ira vers A, B, C ou D, quoi. Mais du coup, j'ai pas fait, j'ai pas fait de certification non plus. J'ai quand même beaucoup plus un profil UX UI que UX. Mais, euh, mais, euh, mais non, j'ai pas d'a priori en me disant euh, euh, il faut faire comme ça, l'UX, c'est comme ça, quoi. Je me focus toujours par rapport à la cible et par rapport au persona qu'on définit évidemment en amont. Et c'est vraiment lui en fait qui va nous guider. Alors, pas forcément au moment de la création du MVP, parce que c'est difficile, il n'y a pas de vrai retour. Mais c'est vraiment lui qui va nous guider au fur et à mesure du feedback utilisateur sur la V1, la V2, etc. Est-ce que tu peux nous présenter ton workflow? Ouais, ça, j'ai un process. Donc, on définit, bon, évidemment, les trucs, enfin, le cahier des charges, ce genre de choses, comme normal, on listing des features. À partir de là, on les colle à un persona. On essaie de construire une UX qui correspond à ce persona, enfin, classique, quoi. Et à partir du moment où on les lance, on essaye de créer une forme de communauté avec la landing page. C'est-à-dire que à partir du besoin, à partir du besoin utilisateur qu'on a vu, enfin que mon client a vu, on construit une landing page. Cette landing page, on la diffuse avec de la pub, s'il y a déjà une communauté existante, via n'importe quel levier d'acquisition. Et à partir de là, ben, on contacte directement les gens. Soit on va les voir directement, on va faire des démos sur le terrain, soit on va le faire par téléphone. Après, il y a pas de, je veux dire, j'ai pas de solution miracle, mais j'essaye autant que faire se peut de prendre contact avec eux. Et donc ça va se faire soit par mail, soit par téléphone, soit en leur donnant l'interface à proprement parler sur le terrain. Et à partir de là, avec les devs, on essaye de travailler ensemble pour voir ce qui est faisable dans le budget du client, parce que forcément, il y a cette réalité-là aussi. Et voilà. Ah oui, un truc que j'ai pas dit, c'est qu'il y a une grosse part de nice to have. C'est-à-dire que ben, au début du projet, au moment de la création du MVP, on va dire ok, on fait cette feature, cette feature, cette feature. Celle-ci, on va plutôt la garder en nice to have. On va voir si ça va vraiment marcher. Typiquement, là, je bosse sur une application de dating. Et on voulait mettre beaucoup de features en amont. Genre, par exemple, il y avait la possibilité de partager un profil avec quelqu'un d'autre. Ouais. Et, euh, et il s'avère que j'ai dit tout de suite, ben non, non, parce que on va voir. En fait, il y a plusieurs grosses features. Le premier, on va faire un timer dans la relation. Et le deuxième, on voulait partager les profils. Et j'ai dit au gars, non, attendez, on va déjà voir comment les gens réagissent déjà à l'application, à tout ça, voir comment les gens réagissent à ce timer. Et en fonction de ça, on verra comment est-ce qu'on intègre le, je sais plus ce que je veux dire, le partage de profil. Essayer de faire le minimum, ouais, c'est ça, c'est clairement on crée un MVP d'abord et on itère par rapport à ce MVP et on essaie de grandir avec ça, quoi. Et justement, j'ai tendance généralement à freiner un peu mes clients dans le sens où, bah, évidemment, un client, il veut avoir tout maintenant, ce qui est légitime parce qu'il a un budget à gérer et il veut que tout rentre dans ce budget. Mais au final, j'essaye de le convaincre que c'est beaucoup plus rentable pour lui de d'abord réfléchir petit, avec le minimum de choses possibles,
mais quelque chose qui fonctionne, quelque chose qui est viable par rapport à un marché, pour pouvoir ensuite, au fur et à mesure, grandir. Voilà. En fait, j'ai l'impression que des fois, dans mon job, la réalité technique du design, elle n'est pas forcément là. Elle est plus dans ma réalité, elle est plus dans une thématique de pédagogie et d'accompagnement du client dans le process. Il y a cet aspect-là et l'aspect aussi de relation avec le développeur. C'est une super transition pour te demander quelle est ta relation avec les développeurs. Alors, j'ai découvert un truc qui s'appelle Zeppelin. Honnêtement, je pense que ça a un peu sauvé ma vie. Ça a un peu sauvé ma vie. Parce qu'au final, alors après, évidemment, si on part d'un cahier des charges qui n'est pas super. Moi, j'ai eu des projets où j'avais pas le cahier des charges qui était hyper bien défini, où du coup, j'ai aidé le client à travailler ce cahier des charges. Mais si on part du postulat que le cahier des charges il est bien défini et que à la limite, on la travaille, le développeur et le client et le designer, on travaille le cahier des charges ensemble. Je fais un truc tout bête, c'est que j'intègre les clients et le développeur dans le Zeppelin, j'envoie directement les maquettes dessus, et ensuite, alors, on va réfléchir autrement. C'est qu'au début, je faisais ça, et maintenant, depuis quelques projets, je les intègre dans un espace client Notion public, où en fait, il y a tout. Il y a le cahier des charges, il y a tout le design system, il y a les liens vers Zeppelin. Après, du coup, c'est difficile parce que il faut intégrer le client, le développeur et tout dans cet outil-là. Mais j'essaye d'initier un truc un fonctionnement un peu agile et de sprint là-dedans. Mais voilà, je travaille essentiellement avec Zeppelin et avec Notion. Tu peux par exemple uploader tes fichiers sources sur Notion, ce genre de choses. Ouais, c'est ça. En fait, c'est un, c'est un document où donc t'as tout l'aspect financier. Et donc, ben, mon client, il peut suivre les heures que j'ai travaillées, que j'ai ou qu'on a travaillé, parce que du coup, des fois, je plug des développeurs sur le projet. Ensuite, il y a l'aspect financier aussi pour le suivi des factures. Comme ça, en fait, je responsabilise au max le client. Ouais, comme ça c'est super transparent. Comme ça le responsabilise. Moi, j'ai pas de. Alors, évidemment, c'est un gros travail, hein. Moi, générer un nouveau cahier des charges, c'est très lourd parce que bah, du coup, il y a cet aspect administratif, on va dire. Il y a l'aspect technique où, avec le développeur, on rédige à fond le cahier des charges. Donc, on définit l'existant, on définit le fini et on définit toutes les fonctionnalités, toutes les features. Et ensuite, il y a l'aspect design où moi je vais m'occuper de toute la DA, le brief et le design system. Et le design sprint aussi. Et ensuite, voilà. Et après, il y a une journée, il y a pas une journée, il y a 1 heure ou 2 heures de formation pour le client. Et du coup, je lui montre un peu comment ça fonctionne, quelles informations il va trouver à tel endroit, pourquoi il les trouve là et pas autre part. Et j'essaye de faire en sorte que le client n'ait quasi rien à faire. Et par contre, j'essaye de. Parce qu'en fait, ouais, oui, ça aussi, dans le fonctionnement, c'était grave chaud. Au début, j'ai fait un Google Drive et je mettais du coup, mais je partageais je partageais le dossier du coup avec mes clients. Et ne serait-ce que par exemple pour le versionning des maquettes, il y avait plein de dossiers retranchés dans d'autres dossiers. Enfin, c'était incompréhensible. On perdait à chaque fois le fil parce qu'en plus, du coup, le client, il me répondait par mail parce qu'il ne comprenait pas souvent que tu pouvais commenter. Et du coup, c'était hyper désagréable. Enfin, il y avait une déperdition d'informations qui était folle. Et du coup, maintenant, voilà, je les intègre sur le Notion. Ils ont juste la possibilité de commenter. Et voilà, et ça marche bien pour l'instant. Ça marche vraiment plutôt bien. Donc, je suis plutôt content de ce point de vue-là. Enfin, c'est pas que je suis plutôt content, c'est que je gagne un temps fou et une efficacité monstrueuse, quoi. Et donc, maintenant, j'ai la possibilité de générer quasi une proto en 2 semaines, quoi. En 2 semaines, enfin, ouais, c'est ce que je dis sur mon site, quoi. En 10 jours ouvrés, on a clairement un proto. En suivant vraiment le truc, en 10 semaines, en 10 jours, on a un truc qu'on peut presque aller tester directement, ou en tout cas que dont les développeurs peuvent se servir. Voilà. Est-ce que tu organises des design sprints? J'essaye, mais en fait, je me rends compte que c'est quand même
assez contraignant finalement. Si on suit vraiment la méthode agile, c'est un peu, bon déjà il y en a plein, et puis c'est vrai que c'est un peu contraignant. Donc j'essaye, au final, j'essaye de pas imposer trop de méthodes à mes clients, et juste je leur donne le cahier, enfin je leur donne l'espace client et le Zeppelin. Et après, ils se dépatouillent un peu avec ça. Enfin, je les aide évidemment. Je leur dis pas clairement, on va faire ça, puis ça, puis ça, puis ça. Ouais, je comprends. Ça dépend des projets aussi. Je préfère faire plutôt des sortes de weekly meetings avec eux où on discute et on voit ce qui a été fait la semaine dernière, et on voit ce qui a été fait, et on itère par rapport à ça. Je n'ai pas de process figé là-dessus, quoi. Très bien. Et qu'est-ce que tu utilises comme outil pour faire des tests utilisateurs? Euh, j'ai pas utilisé d'outils communs sur Internet. Je sais qu'il y en a deux, trois, mais pour l'instant, j'ai pas trouvé un outil qui me plaisait vraiment, parce que j'ai pas trouvé En fait, le meilleur feedback que j'ai eu, c'est de les contacter directement, en fait. Donc, ce que je disais tout à l'heure, par mail ou par téléphone, ou ben là, sur l'application de rencontre, on est allé directement sur le terrain, on a montré le proto, et on a vu avec eux ce qui fonctionnait, ce qui fonctionnait pas. Mais j'ai pas de. Enfin voilà, c'est clairement les outils que j'utilise, quoi. C'est vraiment le direct, en direct. Top. Et quelle est ta stratégie pour trouver des clients? Alors, ça, c'est un gros souci. Enfin, c'est un gros souci, non, mais en gros, j'ai un problème, entre guillemets. Enfin, mon problème, c'est le flux d'acquisition. J'ai un souci, et c'est pour ça que j'ai fait coup d'État, parce que je voulais avoir un flux d'acquisition assez constant. Ah oui, j'ai vu que tu étais ambassadeur de Coup d'État. Tu peux nous parler un peu plus de cette expérience? Ah oui, c'est vrai, oui, oui, c'est vrai. Enfin, plus maintenant, entre guillemets, parce qu'au début, ils voulaient mettre en place des communautés, identifier des gens qui matchaient bien avec le profil de leader de communauté. Et donc, eh ben, a priori, Anaï m'a appelé en disant, ben ouais, tu serait chaud que tu viennes animer des communautés et tout. Je sais pas si tu as eu. Ah oui, parce que toi, tu es dans le coup d'État global. C'est ça. Aussi Anyone Can Scale, où il y avait, je sais pas si c'est celui-ci, non, je crois que c'est le coup d'État normal, ou qui était rattaché à Mixlab. Je sais pas si tu as vu passer cette news, mais bon, ben, voilà, en gros, Mixlab, c'est un outil qui te permet de créer des événements, d'avoir des retours sur les événements, etc., etc. Mais bon, au final, ça n'a pas été, ils ont préféré pas se focus là-dessus, et passer à autre chose. Mais oui, c'est vrai que j'étais du coup leader de communauté, hein. Du coup, je voulais faire un atelier sur. Ouais, c'était un atelier sur la création de DA, de direction artistique, quand on n'est pas graphiste. Voilà. Et du coup, Oui, et du coup, sur l'acquisition, sur les clients, c'était. En gros, mon problème, c'est ça, c'est que j'avais pas un flux d'acquisition, enfin, j'avais pas un flux de clients qui me voyaient et dans lequel je pouvais puiser. Du coup, je suis en train de faire un peu plein de choses, quoi. C'est-à-dire que j'ai une chaîne YouTube, comme pareil, j'essaie de faire la newsletter, et j'essaye de créer un max de contenu autour de ça enfin, un max de contenu autour de la démocratisation du process design. Ça va paraître un peu comme un expert, même si j'ai pas beaucoup d'expérience. Au final, en tout, je dois avoir 3-4 ans d'expérience. Mais, l'idée, c'est d'onboarder mes clients, enfin mes prospects là-dedans, pour un peu démocratiser un peu ce process-là, et que ne serait-ce que ça les aide à- dans leur process à eux, quoi, enfin, dans leur réflexion d'interface. Et du coup, là, il y a, par rapport à, enfin, pour trouver de nouveaux clients, il y a il y a cette stratégie de contenu qui m'en ramène de plus en plus. Là, évidemment, ça fait du coup un an, donc il y a quelques clients qui reviennent. Et d'ailleurs, enfin, même, il y a pas mal de clients en fait qui reviennent. Et sur 2020, c'est quasi, enfin, c'est quasi la moitié de mes contrats, c'est 50% de mes clients de 2019. Ensuite, il y a les plateformes, mais j'ai un peu de soucis avec les plateformes. J'arrive pas à générer. Enfin, tu dois connaître du coup Malte. Ouais, bien sûr. Bon, évidemment, tu as les plateformes genre Fiverr ou ce genre de plateforme. Bon, ça, j'y vais absolument pas. Euh, parce que c'est assez chaud, quoi. Mais il y a Malte et Crème de la Crème. Je suis inscrit sur les deux.
Je t'avoue que bon, pour l'instant, c'est pas des plateformes qui me ramènent du client. C'est pas des plateformes qui me ramènent des prospects. J'ai pas réussi à peut-être. Je m'y prends. Enfin, crème de la crème, je m'y prends mal, c'est sûr, parce que j'y passe pas assez de temps. J'ai pas pris le temps de bien regarder comment ça se passe et, euh, et peut-être que finalement, enfin, le fonctionnement, je sais pas si tu connais le fonctionnement des deux. En gros, Malte, c'est du pool et crème de la crème, c'est du push. Mais, euh, mais ouais, donc pour l'instant, ces deux plateformes n'ont pas ramené beaucoup de clients. Sympa. Il y en a une que j'ai essayé d'intégrer, c'est TopTal, mais mon niveau d'anglais n'était pas suffisamment bon. Donc voilà, on verra dans 6-7 mois. La fille m'a dit dans 6-7 mois, si tu veux, on revient. Mais a priori, quand tu regardes un peu les échos que j'ai eus, cette plateforme, apparemment, c'est hyper quali et tu peux développer un vrai bon réseau là-dessus, quoi. Donc, c'est un peu, c'est du high level, apparemment. Donc, on verra. Mais pour l'instant, après, en flux d'actifs, enfin, en levier de clients, j'en ai pas d'autres. Si, LinkedIn, j'essaie de développer LinkedIn de plus en plus. Mais ça marchouille, on va dire. On va dire que ça marchouille. Qu'est-ce qui marche le mieux alors? Pour l'instant, c'est le réseau. Ouais. Réseau et ouais, c'est le réseau, clairement. C'est réactiver le réseau sans cesse et sans spammer les gens, mais je veux dire, essayer d'écouter, entre guillemets, si c'est possible, au max son réseau et voilà, même si je pense que LinkedIn, si tu travailles, je pense que tout est plus ou moins lié. C'est-à-dire que si tu travailles bien ta stratégie de contenu sur tous les réseaux possibles, enfin sur Insta, et LinkedIn principalement, je pense qu'il y a moyen de générer pas mal de bruit autour de toi et du coup faire en sorte que les gens se souviennent de toi et que tu puisses avoir du business, quoi. Je pense que le mieux, c'est ça. Mais par contre, c'est ça, c'est que ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Et en fait, ce qui induit derrière un fonctionnement quasi presque, j'ai pas envie de dire robotique, mais c'est presque ça. Tu es obligé d'être organisé parce que si la préparation de la newsletter, ça prend quand même du temps. D'autant que le format de la newsletter, moi, elle a changé. Au début, je n'envoyais que mon contenu à moi, ce qui fait qu'il fallait en amont que je rédige le contenu, que je le prépare. Donc ça me prenait énormément de temps. Et maintenant, j'ai switché sur les articles les plus intéressants que je trouve et qui, je pense, peut apporter le plus de valeur ajoutée à ma communauté. Mais ça prend quand même du temps. Les vidéos aussi, ça prend énormément de temps. Je ne savais pas du tout qu'une vidéo demandait autant de temps d'écriture. Donc voilà. Mais c'est super intéressant. C'est vraiment génial. Donc je continue, mais ça prend beaucoup de temps. Et en fait, tu as tout un fonctionnement derrière qui dépend un petit peu de, de cette stratégie-là, en fait. Donc voilà. À propos de ta chaîne YouTube, quelles sont les thématiques que tu traites? Alors, il y a une thématique très technique, entre guillemets, c'est-à-dire qu'au début, je faisais pas mal de sites WordPress. Ouais. Et le site WordPress, l'interface, bon, évidemment, c'est pas le mieux. Donc, je fais pas mal de vidéos WordPress pour aider mes clients et dans la compréhension, en fait, tout simplement. Parce qu'en fait, C'est intéressant, donc tu guides vraiment tes clients, on peut dire que c'est un peu une approche de mentor finalement. ouais, pourquoi pas, ouais. Ouais, en vrai, ouais, clairement. J'y ai pas pensé, mais ouais, c'est vrai, ouais. Oui, oui, parce qu'en fait, je les aide après, parce qu'au final, en fait, entre guillemets, c'était plus une question de temps, c'est-à-dire que j'avais un peu assez de répondre à mes clients en mode il faut appuyer là, il faut appuyer là, il faut appuyer là. Au moins, là, je leur dis, voilà, tout le contenu. Il y a 6 vidéos pour l'instant, donc voilà, mais il y a du contenu là-dessus. Allez-y parce que vous aurez toutes les réponses à vos questions. Et d'ailleurs, il y a des vidéos, enfin là du coup, je suis en train d'en monter une, mais ça peut être des vidéos très courtes de 3 minutes sur comment est-ce que on ajoute un utilisateur, par exemple, et des vidéos sur la découverte de l'interface qui a pris beaucoup de temps. Mais donc voilà, je fais du WordPress et du Salient parce que je travaille avec Salient. Et après, j'aimerais développer ça sur le process design, sur comment est-ce qu'on travaille un cahier des charges, comment est-ce qu'on travaille une approche autour du design d'interface, comment est-ce qu'on peut même intégrer des développeurs et des designers et des
j'ai plus le terme, et des content marketeurs dans le process, dans la création d'une interface, ou même plus global dans la création d'une offre finalement. Et même plus simplement, comment est-ce qu'on intègre un freelance dans une boîte, parce que c'est jamais simple finalement d'avoir ce fonctionnement d'heures travaillées et de tarifs aussi. Enfin, voilà. Et ensuite, voilà, c'est vraiment les deux approches, les deux thématiques que je travaille le plus. Et après, moi perso, j'aimerais aussi développer un peu plus Webflow. Mais pareil, je prends pas le temps, j'ai pas assez de temps pour le voir. Mais... Est-ce que tu trouves que c'est plus simple que WordPress? Peut-être, je sais pas si c'est plus simple, parce que c'est peut-être plus simple pour nous, parce qu'on connaît des interfaces type Photoshop, mais peut-être pas. Moi, je le dirigerais juste pour un point de vue perso, enfin, pour les mecs comme nous, quoi, pour les designers. Mais parce que je pense que pour des clients, ça les intéresse pas de savoir Webflow, quoi. WordPress les intéresse, je pense, parce qu'il y a la possibilité de créer facilement des articles, par exemple. Après, sur Webflow, tu peux également créer des CMS. Donc c'est similaire. Ouais, j'ai vu, mais par contre, il y a des notions hyper, c'est beaucoup plus profond. C'est-à-dire que tu as toutes les notions de margin, de padding, de choses comme ça. Ouais, exact. Mais ouais, c'est pourquoi pas. Après, pour l'instant, et pour les clients, j'ai pas eu envie de les onboarder sur cet outil-là. Mais clairement, ne serait-ce que déjà pour moi, parce que je trouve que c'est quand même une interface, enfin, c'est quand même un outil, enfin, j'imagine que tu l'utilises du coup. Oui, c'est un outil super utile. C'est quand même un outil qui est quand même hyper puissant. Donc voilà. Super. Et ben écoute, pour clôturer l'épisode, je vais te demander quel est ton conseil pour quelqu'un qui souhaite débuter en design? Faire. Faire, il y a que faire et refaire et refaire et refaire. C'est-à-dire que c'est un peu, c'est un peu, c'est un peu con ce que je veux dire, mais c'est comme la chanson de Orelsan, quoi. C'est-à-dire que si tu veux filmer, tu prends une caméra, quoi. Mais c'est ça, en fait. Au final, si tu veux commencer à faire du design, ben, en fait, il faut pas se dire du design, il faut faire du beau. Si je veux faire du design, c'est que je veux résoudre un problème. Parce que si tu prends étymologiquement parlant, la définition du design, c'est que ça résout un problème. Et je pense que si tu es dans cette optique-là, si tu es dans cette approche-là, ben en fait, le design pour toi, ça va paraître un peu plus simple. Et après, ben, du coup, tu vas te lancer, tu vas te jeter à l'eau. Alors évidemment, tu as les barrières de Photoshop et tout, mais ne serait-ce que, par exemple, si tu prends, je trouve, Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, Adobe XD et Sketch proposent des interfaces intuitives. ben voilà, typiquement, tu prends ça, tu prends des petites inspi sur Pinterest ou sur Insta, et tu arrives à générer déjà du truc qui est cool, quoi. Et je pense qu'en fait, le plus compliqué, c'est pas de se lancer, mais c'est de se confronter au jugement. Et en fait, quand tu es designer, il faut pas avoir peur de ça, quoi. Si tu commences à te, à te braquer par rapport à ça, bah, t'es fichu parce que quand tu fais du free ou quand tu es designer, tu es en permanence jugé. Donc en fait, non, je pense que si tu veux te lancer, enfin voilà, tu te lances, tu fais. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein d'alternatives pour te lancer assez facilement sans que tu te brûles trop les ailes. Donc non, il faut faire, quoi. Faire et refaire et refaire. Et justement, ne pas avoir peur de se confronter parce que c'est là où tu auras le meilleur focus, quoi. Le meilleur focus que tu puisses avoir, c'est de dire c'est de la merde. Et pourquoi c'est de la merde? Si tu dis, si tout le monde te dit c'est super beau, bon, bah, c'est bien, c'est sympa 3 secondes, mais ça flatte l'ego, mais ça fait pas avancer le truc, quoi. On est toujours à la recherche de feedback constructif. Exactement, voilà. Et voilà. Dire c'est beau, c'est bien, mais ça fait pas avancer le truc. Donc, faire et se confronter.